Bonjour, bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans Virage à l'Ouest, le podcast qui explore les trajectoires de vie et les tournants professionnels des Rochelais et des Charentais-Maritimes. Je suis Paul Petitjean et j'accompagne chaque jour ici à La Rochelle les personnes en quête de sens qui se posent des questions sur leur avenir professionnel ou qui ont besoin d'aide pour aborder un virage. Cette semaine, je dois vous avouer quelque chose, je suis un peu stressé. Mon invité du jour a l'air fort sympathique, mais c'est une experte de la langue française, et je vais donc devoir faire attention à ce que je dis, à bien accorder chaque participe passé en genre et en nombre, ou encore à manipuler la concordance des temps avec minutie pour ne pas la faire enrager. Et oui, mon invité a débuté dans l'enseignement, puis elle a décidé de légèrement changer les règles du jeu en devenant formatrice indépendante, en orthographe et en expression. Si j'aurais su que je recevrais une pro de l'orthographe, j'aurais fait plus attention à mon introduction parce qu'au jour d'aujourd'hui, les gens ils croient que l'orthographe ça sert à rien. Voici, mesdames et messieurs, le genre de phrase qu'il ne faut surtout pas prononcer en sa présence. Bref, pas de reconversion totale donc, mais un risque pris tout de même puisque l'indépendance implique de l'incertitude et parfois, comme dans son cas, de conjuguer sa nouvelle activité avec un job alimentaire. Alors comment naît une telle passion pour notre belle langue? Comment se traduit concrètement son activité? Et surtout, combien de fois vais-je me faire reprendre au cours de cette discussion? Réponse dans cet épisode avec mon invité du jour, Lauriane. Bonjour Lauriane. Salut Paul. Tu vas bien? Oui, super, oui. Des fautes d'orthographe ou de prononciation dans ma présentation? Oui, notamment, la construction de la phrase, la syntaxe, il y a ce qu'on appelle des pléonasmes, mais bon, là, c'était fait exprès, t'as joué le jeu, mais certaines personnes ont des tics de langage sans s'en rendre compte, et c'est vrai que ça peut heurter l'oreille. Là, ça te fait quoi quand t'entends des phrases comme celle que je viens de faire? Déjà, le fameux « si j'aurais su ». Ouais, celle-là, elle est courante. Après, oui, au jour d'aujourd'hui, ça c'est pareil, c'est un pléonasme, on dit 2 fois la même chose, en fait. Ça te fait grincer des dents quand t'entends des trucs comme ça? Ouais, oui, un peu. Mais bon, je me retiens parce que bon, les gens, je veux pas, passer mon temps à les reprendre, je veux pas les heurter. Ouais. Bon, on va découvrir un petit peu comment t'en es arrivé jusque-là, du coup. Raconte-nous un petit peu, du coup, ton parcours initial. Alors, j'ai vu que t'avais une formation dans les lettres, c'est ça? Oui, j'ai une formation assez classique, là ça va déjà faire 14 ans, oula, le temps passe vite, que j'ai eu un bac littéraire et ensuite donc à La Rochelle. Et ensuite j'ai continué toujours à La Rochelle en licence de lettres modernes. Bon, au début pendant 4 mois, quand j'ai eu 18 ans, je savais pas trop quoi faire, donc j'ai fait 4 mois de droit et comme dit Coluche, le reste de travers. Mais après j'ai réussi à bifurquer en lettres modernes et à valider mes 3 ans, donc ma licence. Et ensuite je suis partie à Poitiers il y a bientôt 10 ans. Alors juste, pourquoi les lettres? Est-ce que c'était une voie qui était choisie ou est-ce que c'était parce que il y avait que ça qui t'intéressait, enfin qui te plaisait potentiellement? Oui, au final, j'ai toujours plus ou moins préféré le français, les matières un peu littéraires et les langues. Au collège, j'avais fait anglais, espagnol et au lycée, j'avais pris italien. Plutôt que les domaines scientifiques. Tu te rappelles de ce que tu voulais faire quand t'étais plus jeune ou pas? Est-ce que t'avais un métier rêvé ou pas? En fait, ça a toujours été plus ou moins dans les gènes, mais je me rendais pas trop compte à ce moment-là. Déjà, il y a ma grand-mère maternelle qui était professeure des écoles, ma grand-tante maternelle qui était professeure des écoles et ma mère qui a donné pendant plusieurs années des cours de soutien scolaire à son domicile et puis qui était même intervenante extérieure en anglais dans les écoles primaires il y a une 20aine d'années aussi. C'est une affaire de famille, quoi. Oui, et puis là, il y a même mon père qui est formateur dans un tout autre domaine, mon frère, il y a quelques années, qui a passé son diplôme d'État pour être entraîneur de tennis. Enfin voilà, c'est vraiment dans les gènes familiaux. L'enseignement et la transmission. Voilà. Ok, donc études de lettres, donc c'est... alors, parce que, bon, bac littéraire, c'est quelque chose, mais études de lettres, là, on pousse encore plus le curseur, non, du coup, c'est quoi? Tu peux nous en dire plus sur ce qu'on apprend dans ce type d'études-là? Oui, déjà, il y a des œuvres qui sont au programme. Donc, il y a la partie littérature française et littérature étrangère aussi. Même si bon, c'est traduit en français bien sûr, mais de d'autres auteurs que des auteurs français. Et puis il y a la partie aussi la stylistique, toutes les figures de style qu'on voit un peu quand on est au collège et au lycée. Là, c'est de façon un peu plus poussée quand on est à la fac. Et puis il y a la partie, on avait fait aussi un peu d'ancien français, la partie grammaire un peu plus poussée aussi, voilà, pour voir les choses
en détail. La langue française est tellement riche que voilà, on en apprend tous les jours, même si nous, c'est notre langue maternelle. Là, du coup, à ce moment-là, t'es étudiante donc en lettres et tout, tu te dis je suis sur la bonne voie, tu sais que t'es déjà dans ton élément ou tu te poses encore des questions? Oui, en fait, l'idée à l'origine, c'était d'être prof de français en collège-lycée, donc de choisir le second degré, parce que le premier degré, c'est école maternelle primaire. Et puis moi de me focaliser sur le français, parce que c'est vrai qu'en second degré, quand on est en collège-lycée, il y a beaucoup de matières. Moi, je voulais me focaliser sur le français, c'était déjà pas mal, il y a déjà beaucoup de choses à faire. Et puis voilà, oui, lettres modernes à préciser, parce que j'avais pas étudié le grec ni le latin. Et ensuite, l'idée, c'était d'aller faire un master à Poitiers, le master MEF. Alors, ça a peut-être changé de nom depuis, mais il y a environ 10 ans, ça s'appelait comme ça. C'était Métier, Éducation, Enseignement et Formation à Poitiers. Donc, pour valider les 2 ans de master et en parallèle passer le fameux CAPES, concours national pour les enseignants. Voilà, qu'il fallait à la fois valider les écrits et les oraux. Chose qui a été faite? Non. Ok. Première embûche. Voilà. Donc oui, je suis arrivée en master et en fait, il n'y avait pas comme en licence, il n'y avait pas non seulement de compensation entre les semestres ni de rattrapage. Donc en fait, voilà, quand on n'avait pas validé nos semestres, et ben en fait, on savait directement qu'on devait redoubler quoi. Et en fait, donc ce qui a été le cas. Il y a environ 10 ans, et en fait, c'était le moment où il y avait un étudiant de ma promo qui avait 10 ans de plus que nous, qui avait déjà, lui, de l'expérience, qui avait déjà fait des remplacements au cours des années précédentes, et il avait entendu parler d'une place vacante pendant 3 semaines du côté de Cholet, et en fait, c'est là où j'ai commencé mes premiers remplacements. Le premier, il a duré 3 semaines, puisque la prof titulaire était en formation. Et en fait, je me suis retrouvée à 22 ans avec 4 classes pendant 3 semaines, comme si j'avais le CAPES et le master, en fait. D'accord, donc tu peux commencer à enseigner même si t'as pas le CAPES, quoi. Juste, en fait, il y a tellement de besoins, tellement de Ouais. profs absents, voilà, en arrêt maladie ou en congé maternité, que ils recherchent, même avec le niveau Bac+3, en fait. Même avec le niveau licence, on peut être remplaçant, ce qu'ils appellent contractuel, vacataire, en fait, suppléant. Mais sous réserve que tu passes quand même le CAPES et que tu l'obtiennes sous un certain délai ou pas forcément? Non, il n'y a pas forcément de conditions. Juste, D'accord. on peut être prof suppléant avec le niveau Bac+3, le niveau licence. Ah oui, ok, d'accord. Après, on peut éventuellement, oui, le passer en externe, comme c'était prévu à la base, ou le passer en interne aussi, en cumulant les expériences et en montant tout un dossier pour le valider d'une autre façon. Donc du coup, tu démarres en faisant des remplacements, quoi, c'est ça? Voilà, c'est ça, j'en ai fait 5 en l'espace de 3 ans, entre début 2017 et début 2020, j'en ai fait 5. Il y en avait 4 dans un collège privé, c'était donc 5 collèges différents, et 1 dans un collège public. Et c'était des villes différentes aussi, évidemment. Parce que c'est aussi, enfin, c'est une situation qui est quand même où tu vas à droite à gauche, quoi. À ce moment-là, est-ce que ça te convient? Est-ce que tu t'y retrouves ou pas forcément? Bah à l'époque ça allait puisque j'étais étudiante et voilà, j'essayais de trouver des appartements. Du coup les propriétaires étaient d'accord pour me le louer pendant 3-4 mois puisque je remplaçais des profs qui étaient partis en congé maternité. Donc c'est vrai que c'était des contrats assez courts entre guillemets, mais à la fois assez longs. Enfin, puisque c'était à 2 heures de chez moi, j'allais pas rentrer tous les soirs, donc je rentrais le week-end et pendant les petites vacances, mais c'est vrai que du lundi au vendredi, il fallait bien que je trouve un pied-à-terre à côté du collège où je faisais le remplacement. Donc, voilà, c'était toute une organisation, mais bon, j'avais réussi à trouver des propriétaires compréhensifs. Ok. Donc ça se passait plutôt bien au final. Oui, bah sur le point de vue logistique, oui, on va dire. Mais Ok. après, au niveau du remplacement lui-même, alors évidemment, il y a eu de très bons côtés. J'ai été bien accueillie par les collègues à chaque fois. Je faisais un point avec la titulaire qui partait en congé mat juste avant pour qu'elle me dise ce qui avait été fait, pour qu'elle me dise aussi ce qui restait à faire, qu'elle m'envoie tous ces documents. Mais à la fois, j'étais trop gentille en fait. Donc au niveau de la gestion de classe, c'était un petit peu compliqué avec les élèves. Voilà, mon premier remplacement, j'avais même pas encore 23 ans, quoi. Donc voilà, même s'il avait duré 3 semaines, je sentais déjà
que j'avais du mal à être une autre personne, entre guillemets, dans ma vie professionnelle que ce que j'étais dans ma vie personnelle. Donc, malheureusement, je me faisais un petit peu manger. Donc, j'avais un peu de mal à asseoir mon autorité. C'était un peu compliqué avec les jeunes adolescents de 5e qui avaient 12-13 ans ou de 3e qui avaient 14-15 ans. Ouais, souvent on choisit ce métier-là par passion de l'enseignement ou de la matière, enfin ou les deux d'ailleurs, ou de la matière qu'on enseigne. Mais on oublie des fois que c'est aussi des enfants et que des fois il faut aussi savoir se faire respecter et faire preuve d'un petit peu d'autorité. Non, je suppose que c'est... ouais. Oui, voilà, c'est ça. Et malheureusement, on nous apprend pas à l'école ou dans les stages ou la partie théorique ou la partie pratique, la gestion de classe, quoi. Donc, voilà. Mais voilà, heureusement, j'avais quand même des élèves sympas qui participaient et qui voulaient s'améliorer et progresser. Mais voilà, les moments où ça se passait moins bien, il n'y avait rien de dramatique. C'était juste qu'il y avait quelques bavardages et que ça empêchait les autres d'écouter le cours, quoi. Et est-ce que, alors du coup, ce petit point négatif-là, c'est le point qui t'a fait dire que peut-être qu'il fallait que tu envisages autre chose ? Oui, au bout d'un moment, au bout de 3 ans, en fait, je faisais un peu l'autruche, hein, je mettais ça un peu sous le tapis, sauf que, sans m'en rendre compte, ça me rongeait, en fait, ça commençait à devenir compliqué physiquement et puis psychologiquement. Je prenais du retard dans la préparation de mes cours, dans la correction des copies, parce que le moindre temps où je n'étais pas devant les élèves, j'en profitais pour m'aérer l'esprit, faire autre chose, me changer les idées. Donc au final, je prenais du retard dans mon travail. Et au final, il y a pile 6 ans d'ailleurs, c'était 15 jours avant le premier confinement, et en fait ça a fini en burn-out en fait. J'ai embauché à 9h et à 8h30 j'ai fondu en larmes dans ma salle à manger, donc voilà, j'ai dû appeler le collège, et en plus de ça mon médecin traitant était à 2 heures de route, donc j'ai appelé le collège disant que je n'y allais pas, et ensuite j'ai appelé mon médecin traitant qui a réussi à me trouver un rendez-vous. J'ai fait 2 heures de route pour aller la voir, et puis heureusement il me restait plus que quelques jours de mon contrat à faire, et puis bon, elle m'a mis en arrêt les 4 jours qui restaient. Mais c'est là que je me suis dit, bon, il est temps de faire une pause. Ouais, oui, c'est clair que oui, quand on en arrive à ce point-là, vaut mieux. Mais ma question, ça allait être, est-ce que tu avais quand même, quand tu étais enseignante en remplacement, là, dans les collèges, lycées, etc., tu prenais quand même du plaisir à enseigner? Ou, enfin, là, est-ce que la matière te plaisait toujours? Est-ce que le contenu de ce que t'enseignais t'intéressait toujours? Oui, c'était intéressant, c'était assez varié ce qu'on faisait avec les élèves. On faisait à la fois des études de texte et puis aussi toujours un petit peu de grammaire, orthographe, conjugaison, parce que faut savoir que en 3e, et c'est encore le cas maintenant, ils ont toujours la dictée sur 10 points, donc voilà, s'ils peuvent gagner des points facilement, entre guillemets, enfin voilà, pour s'entraîner à cette épreuve-là, c'est toujours ça de gagner. Puis pareil, en rédaction aussi, ils ont des points là-dessus. Donc, Mais là où je voulais en venir, c'était surtout, comme quoi, enfin, en fait, ça c'est des choses qu'on voit souvent, c'est faire de sa passion, son métier, c'est très bien, et il y en a qui s'en sortent très bien, mais des fois, il y a plein de choses qu'on prend pas forcément en compte, et est-ce que ça, ce petit burn-out, alors je dis petit, pardon, mais enfin, ce burn-out, a remis en cause un petit peu cette passion, cet intérêt pour la langue française? Non, en fait, je me rendais compte que ça me plaisait, mais comme tu l'as souligné, en fait, il me fallait d'autres modalités de travail qui me conviennent mieux, en fait. Ouais. Donc voilà, c'est pour ça qu'après, j'ai fait une pause. Et comme tu disais, oui, parfois on fait de sa passion son métier. Et justement, pendant cette pause-là, pendant 1 an et demi, donc j'ai voulu mettre de côté l'éducation nationale, même si j'étais pas dedans à proprement parler à long terme puisque je n'étais pas titulaire. Et en fait, après, je me suis découvert un intérêt pour tout ce qui est zéro déchet, écologie, etc. Et en fait, en septembre 2021, je me suis dit, tiens, je vais emménager à 2 heures de chez moi, à Nantes, donc nouvelle ville, je vais me trouver un appart, j'avais trouvé une coloc, donc voilà, j'habitais avec 4 autres personnes. Et en fait, je vendais des fruits et légumes dans un magasin bio. Et voilà, ça me plaisait en tant que consommatrice, mais comme tu dis, parfois quelque chose qui nous plaît, ça peut pas forcément devenir notre métier, quoi. Donc en fait, j'ai fait ça pendant 4 mois, mais puisque c'était une petite entreprise, alors ça se passait très bien avec les collègues, le patron et les clients, mais au niveau du travail en lui-même, sachant qu'on était une petite entreprise, on était assez polyvalent et il fallait gérer pas mal de choses dans la boutique, et c'est vrai que sous pression, quand il y avait beaucoup de clients et qu'on était que
deux dans la boutique et parfois seuls quand on devait se relayer pendant que nos collègues étaient en coupure. C'était un peu compliqué à gérer, donc ensuite j'ai basculé sur autre chose il y a 4 ans et c'est là que je suis revenue à mes sources en fait, à ce que j'ai toujours su faire parce que je continuais à recevoir les newsletters du projet Voltaire parce que j'avais passé le certificat Voltaire à la fin de l'année 2018 juste pour voir quel était mon niveau et en fait dans leur newsletter en février 2022, donc il y a 4 ans, l'intitulé c'était Devenez formateur expert en orthographe et expression et d'un coup j'ai eu le déclic, je me suis dit oh, mais c'est pour moi. Ok, c'est très bien. Alors, il y a un truc très très intéressant que tu as dit juste avant, enfin, sur lequel j'aimerais rebondir, c'est, donc du coup, alors déjà, cette petite période, cette période où ça va pas, où il y a le burn-out et tout ça, est-ce que déjà, t'arrives à identifier ce qui a fait que t'en es arrivé à là, ou dans le feu de l'action, t'es encore, tu ne comprends pas encore totalement ce pourquoi t'en es arrivé à cet état-là? J'ai été suivie, donc au début c'était par téléphone parce que je pouvais pas voir la psychanalyste en présentiel puisque c'était au moment du Covid. Okay. Mais j'ai été suivie pendant quelques mois et on a essayé d'analyser tout ça. C'était alors pourtant j'adore le théâtre mais j'avais du mal à mettre un masque comme ce que je disais tout à l'heure, à être différente dans ma vie pro que ce que je suis dans ma vie perso. Donc voilà, en fait, en plus de ça, les collégiens, les enfants, de façon générale, sont obligés d'aller à l'école jusqu'à l'âge de 16 ans. Donc c'est vrai que quand je travaillais avec des collégiens, ils étaient obligés d'être là. Donc il y avait ça aussi. Puis selon les affinités de chacun, il y en a qui aimaient pas forcément le français, même si on essaye de les intéresser, c'est pas toujours facile. Puis voilà, à cet âge-là, ils sont intéressés aussi par plein d'autres choses. Ouais. Mais voilà, c'est pour ça que je me disais, la matière en elle-même me plaît, la langue française, les textes et l'orthographe, la grammaire, la conjugaison, mais il me faut des personnes qui ont vraiment envie d'être là et qui veulent vraiment s'améliorer et progresser. Et puis, il y a 4 ans aussi, c'est le moment où j'ai commencé à donner des cours de soutien scolaire. Et en fait, là, quand j'étais en face à face, en individuel avec des élèves, là, du coup, c'était beaucoup plus agréable et je retrouvais enfin cette passion de transmission. Avec des élèves qui sont plus demandeurs que quand tu as une classe de 25-30 personnes en face de toi. Voilà, oui, d'ailleurs, oui, t'as pointé un élément important, c'est que lors de mon dernier remplacement, juste avant que j'implose intérieurement, c'était, j'avais 5 classes de 30-31 élèves, en fait. Ouais, donc, un peu surchargé. Alors là où je voulais en venir, tu réussis quand même à identifier un petit peu d'où vient le problème et du coup toi ta décision c'est je fais une pause et pour cette pause là je change complètement quoi, je change de ville, je change de métier entre guillemets et histoire de c'était un moyen de vraiment tout changer autour de toi et prendre du recul. Ouais, voilà, c'était ça, explorer. J'avais 20 c'était il y a 4 ans, donc 27, j'étais en fin de vingtaine et je me suis dit toute expérience est bonne à prendre, on verra ce que ça donne, si ça me plaît, parce que ça me plaisait, comme je te disais tout à l'heure, en tant que consommatrice, mais après, je voulais voir ce que ça donnait en étant vendeuse, au final, vendeuse polyvalente dans cette épicerie bio. Et avec le recul, tu te dis que cette période-là, ça t'a beaucoup aidé, ou pas ? C'était intéressant, mais au final, au bout de quelques semaines, quelques mois, je me suis rendu compte que, donc, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est pas parce que quelque chose nous plaît qu'on peut forcément en faire notre métier, parce qu'il y a des paramètres auxquels on n'avait pas pensé. Donc en fait, j'ai l'habitude d'employer cette petite phrase, c'est que parfois, faut un peu se perdre entre guillemets pour se retrouver. Bon là, je me suis pas réellement perdue parce que c'était quand même intéressant, et au final, c'est ça qui m'a permis d'avoir après ce déclic il y a 4 ans et de revenir à ce qui m'a toujours plu, mais cette fois de le faire avec d'autres modalités de travail qui me conviennent mieux. Ouais, tout à fait. Non, mais c'est intéressant, tu vois, de ce truc-là de changer radicalement, même d'environnement physique, de changer de ville, de changer de métier, de tester, parce que c'est un test de toute manière. Enfin, tu vois, on a tous le droit de tester différents métiers, mais prendre ce recul, ça t'a quand même été au final. Alors ça a pas duré très très longtemps, mais ça t'a permis de passer à autre chose, quoi. Je suppose, je veux pas parler à ta place, mais de tourner la page, quoi.
quelque part. Oui, après, pourtant, au niveau de nos proches, alors certainement qu'on va l'aborder après, parce que c'est le cas, je pense, de beaucoup d'entrepreneurs et d'entrepreneuses. Quand on a une situation, comment dire, rassurante, je n'étais pas titulaire donc dans l'éducation nationale, mais ça aurait pu être quelque chose sur le long terme de sécurisant. Et quand j'ai arrêté il y a 4 ans et qu'ensuite je me suis mise à mon compte en tant que formatrice, après avoir passé cette petite certification qui avait duré 4 jours en présentiel à Paris, mes proches autour de moi, enfin certains amis ou certains membres de ma famille, à chaque fois me disaient « Ah, mais pourquoi tu recontinues pas les remplacements que tu faisais dans les collèges ?» Eux, ils voyaient ça dans le sens où voilà, c'était assez sécurisant d'avoir un job stable, un salaire qui tombait tous les mois, voilà, quelque chose qui me plaisait. Mais voilà, ils se rendaient pas compte que derrière, voilà, si j'avais coupé, c'était qu'il y avait une raison et que je me voyais pas faire ça pendant des dizaines d'années, enfin dans ces conditions-là. En soi, même s'il y avait des éléments intéressants dans le métier, évidemment, et que je respecte énormément tous ceux et celles qui le font, que ce soit en lycée, en collège, les écoles maternelles, les écoles primaires. Et aussi, il y a ce qu'on voit pas, parce que on critique beaucoup en disant oui, ils ont 18 heures de face à face devant les élèves, sauf qu'ils se rendent pas compte qu'il y a autant d'heures derrière, voire plus, parce qu'on les compte pas. Je pense que si on les comptait, on se ferait peur, de préparation de cours, de remplissage des bulletins, de rencontres parents-profs, de conseils de classe et de réunions entre les profs. Voilà, il y a quand même beaucoup de choses derrière. Bien sûr. C'est pas que les cours en face à face, Et même déjà, hein, que 18 heures de cours en face à classe, quoi, avec une classe en face de soi, ça doit déjà être très énergivore, je suppose. Ouais, c'est déjà énorme. Je me souviens, lors de mon dernier remplacement, justement, j'avais mon lundi matin de libre et le lundi après-midi, donc j'avais 3 heures, je crois, 13h30, 16h30, quelque chose comme ça. Et au final, quand je rentrais chez moi, j'avais l'impression d'avoir fait non pas 3 heures, mais 6 heures, en fait. C'était assez physique. Et puis, il y a aussi la matière en elle-même, qu'on transmet. Donc, il y a beaucoup aussi d'intellect, de réflexion sur l'analyse d'un texte ou sur un point de grammaire, à essayer de transmettre à des adolescents. Donc, c'est vrai que c'est pas de tout repos. Ouais. Tout à fait. Et donc, alors, tu parlais de certification Voltaire, c'est ça ? Oui. Tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est ? C'est une certification, donc c'est un examen qu'on passe et on a un score sur 1000 points. Et en fait, c'est par le projet Voltaire que j'ai fait ma formation de formateur expert en orthographe et expression en juin 2022. On avait 4 jours en présentiel à Paris. Et ensuite, on avait des modules en visio en juillet. J'avais choisi 7 modules sur des thèmes différents. Et ensuite, j'avais l'attestation de validation de la formation, et c'est au moment où j'avais ajouté des collègues, je les appelle des collègues, je les appelle pas des concurrents, parce que pour moi il y a de la place pour tout le monde, et ils ont fait ce métier-là avant moi, ils avaient déjà passé cette formation et quelques années avant moi, parce qu'elle existe depuis à peu près 10 ans, donc en 2022 elle existait déjà depuis 6-8 ans, et donc je les ai ajoutés sur LinkedIn et je leur demandais comment ça s'était passé pour eux depuis qu'ils avaient passé cette formation-là. Et je me suis dit, même si je n'avais aucune idée de ce qui m'attendait dans le fait de me lancer en tant qu'indépendante, je me suis dit, allez, je vais plonger dans le grand bain et je vais créer mon auto-entreprise sur URSAF. Et alors, juste, on va revenir sur l'auto-entreprise après, mais juste, donc, cette envie-là de faire cette certification Voltaire, elle vient de ce que tu disais tout à l'heure, tu as vu quoi, une pub, c'est ça, quelque chose comme ça? Oui, un mail, une newsletter, parce que je continuais à recevoir les mails de quand j'avais passé le certificat Voltaire à la fin de l'année 2018. Et là, ça fait tilt direct et tu t'es dit, allez, je m'inscris. Ouais, quand j'ai vu l'intitulé, j'ai ouvert le mail et je me suis dit, ah, mais ça c'est fait pour moi, ça pourrait me correspondre. Et ensuite, j'ai demandé des aides j'ai regardé le montant que j'avais sur mon CPF, d'ailleurs, parce que le projet Voltaire, donc c'est un organisme de formation qui est certifié Calliope, donc grâce à ça, on peut utiliser notre CPF. Et j'ai contacté aussi ma conseillère France Travail, à l'époque ça s'appelait Pôle Emploi, et pour avoir un financement aussi, un abondement, ce qu'ils appellent par Pôle Emploi. Donc au final, elle a été prise en charge à 100%, et puis j'avais juste le déplacement évidemment à payer pour aller à Paris pendant ces quelques jours.
Ah, c'est que quelques jours, du coup, la formation. C'était 4 jours en présentiel, ouais, et ensuite j'avais choisi 7 modules en visio le mois d'après. Donc ça a été assez vite alors. Oui. Entre le temps où t'as vu cette newsletter et le temps que tu t'es inscrit à la certification, il y a eu combien de temps à peu près? Oui, c'est passé 4 mois quand même. Ah, ok. Parce que, et pendant ces 4 mois, justement, c'est là que j'ai recommencé à mettre une annonce sur Internet pour donner des cours particuliers, et c'est là que ça me plaisait davantage d'être face à des élèves qui étaient vraiment motivés. Donc j'avais un élève de primaire et une élève de troisième, justement. Donc j'avais 2 élèves en face à face, et là, ça se passait beaucoup mieux. J'avais retrouvé cette passion de la transmission. Est-ce que, ouais, alors du coup, des cours particuliers, t'en faisais pas quand tu faisais des remplacements collège-lycée? Non, déjà j'avais pas trop le temps. Bah oui. Mais du coup, quand tu reprends cette activité-là, ça te remet un peu du baume au cœur, ça te fait dire non, mais en fait, c'est quand même fait pour moi, quoi. Oui, c'est là que je me suis rendu compte que voilà, j'étais dans la bonne direction, c'était juste les modalités de travail qui me convenaient pas, ouais. Comme quoi, parce que finalement, c'est de la transmission sur des mêmes choses, mais le faire dans 2 cadres complètement différents, ça change complètement le métier, quoi. Oui, ouais. En tout cas, pour moi, c'était beaucoup plus agréable. Après, peut-être qu'il y en a qui ont des sensations différentes. Voilà, chacun est Bien sûr, il y en a qui sont plus doués face à 30 personnes et inversement, quoi. Ok, donc finalement, alors donc tu vois la newsletter, tu mets 4 mois à t'inscrire, entre les deux, donc tu fais des cours. Tu réfléchis, tu te dis est-ce que je le fais pas, la certification Voltaire, ou est-ce que dans ta tête tu sais déjà que tu vas la faire, c'est juste une question de quand sera la prochaine session? Oui, alors en fait, je pouvais m'entraîner sur la plateforme du projet Voltaire, et ensuite passer la certification, je l'ai passée qu'en décembre finalement, donc on avait quelques mois, on avait même 1 an je crois pour pouvoir s'entraîner sur la plateforme. Donc je l'ai passé en décembre, donc au final c'était 6 mois après que j'ai fini ma formation, et puis j'avais déjà créé l'auto-entreprise à ce moment-là, et j'avais déjà commencé à travailler avec des adultes en individuel d'ailleurs, au moment où j'ai passé la certification. Donc tu obtiens cette certification-là? Oui, d'ailleurs je fais un meilleur score que 4 ans plus tôt, donc j'étais contente. Ah, bravo. Félicitations. Cette certification-là, elle te ouvre quel type de porte du coup? Tu l'as peut-être dit tout à l'heure, mais ça te permet de faire quoi après du coup? Après, couplé à la formation, justement, c'était pour se lancer en tant qu'indépendante. Enfin, moi, c'est le choix que j'ai fait. Après, on peut aussi très bien être... comme par exemple, quand je l'ai passé en décembre 2018, c'était le moment où je faisais mes remplacements. Donc, je n'étais pas du tout formatrice indépendante. J'étais suppléante à ce moment-là, contractuelle pour l'éducation nationale. Et c'était juste... ma satisfaction personnelle de voir quel était mon niveau à l'écrit, voilà. C'est déjà très bien. C'est pas forcément la certification, on n'ouvre pas forcément de porte. Après, c'est à nous de choisir ce qu'on en fait, comment on l'utilise pour le mettre en valeur sur notre CV. Et cette idée de te lancer en indépendante, elle te vient avant de t'inscrire à cette certification, ou pendant, ou après, comment est-ce qu'elle vient? Ouais, un peu en même temps en fait. Donc les 4 jours à Paris, c'était au mois de juin 2022, et j'avais ajouté des collègues sur LinkedIn courant avril, mi-avril, fin avril et début mai. J'ai ouvert l'auto-entreprise sur l'URSSAF après avoir recueilli quelques témoignages, et il y en a qui m'ont dit qu'ils avaient réussi à en vivre. Donc je me suis dit si eux l'ont fait, pourquoi pas moi? Donc j'ai tenté ma chance. Donc ça fait combien de temps que t'es lancé? Et là, le 5 mai 2026, ça fera 4 ans. Alors, bon, moi j'allais dire qu'on se lance dans une activité niche, mais est-ce que c'est une activité niche? Il y a beaucoup de demandes pour ce type de prestation-là? Au final, le métier n'est pas très connu. Je m'en suis rendu compte quand j'ai prospecté, quand j'ai essayé de démarcher un peu à droite à gauche ces 4 dernières années. Quand je dis aux gens que je suis formatrice en orthographe, et ils me font répéter, et puis... au début, ils pensent que je suis prof de français pour les collégiens, et je leur dis oui, effectivement, je fais ça en complément. Je donne également des cours de soutien scolaire, mais c'est pas ça qui me fait vivre. Ce qui me génère le plus de revenus, c'est justement quand les adultes salariés utilisent leur CPF. D'accord. Alors, parce que du coup, oui, alors effectivement, moi c'est aussi, tu vois, quand on dit formatrice en orthographe et tout, on se demande toujours un petit peu ce que ça veut dire. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu concrètement ce que ça veut dire? Tu vas voir qui, par exemple? Tu fais quoi avec eux? Comment ça se passe concrètement?
Alors déjà, oui, tu me demandais si c'était une activité niche. Alors pourtant, quand on tape le mot-clé orthographe quand on est sur mon compte formation, il y a quand même beaucoup de résultats. Donc s'il y a beaucoup de résultats, je pense qu'il y a beaucoup de demandes. C'est juste que les gens, je pense, ne savent pas que ça existe. Ouais. Et d'ailleurs, je remercie aussi ce podcast parce que j'en suis sûre que tu as beaucoup d'auditeurs, donc c'est vrai que c'est pas mal que les gens sachent que ça existe. Et donc, quand des adultes salariés font la démarche pour utiliser l'argent qu'ils ont sur leur compte personnel formation, ils sont en contact avec un organisme de formation. Donc moi je travaille en sous-traitance avec certains organismes donc qui s'occupent de la partie administrative et ensuite moi je suis en contact avec le stagiaire, j'ai le numéro de téléphone, le mail et on organise des séances en présentiel ou en visio et c'est vrai que j'ai eu pas mal de salariés à temps complet donc c'est vrai que déjà c'est courageux de leur part parce qu'ils font une formation en plus de leur travail. Il y en a certains qui sont en recherche d'emploi, mais c'est assez rare. J'en ai eu que deux sur une dizaine qui étaient dans ce cas-là. Sinon, ils étaient quasiment tous salariés. C'était assez rare aussi ceux qui étaient célibataires ou qui étaient juste en couple. Mais sinon, il y en avait aussi qui avaient des enfants, qui n'étaient pas forcément adolescents. Il y en avait certains enfants en bas âge aussi, donc ils devaient jongler entre leur vie professionnelle, leur vie familiale et cette formation qu'ils faisaient en plus de leur travail. Donc avec eux, en fait, pour moi, il y a deux niveaux. Il y a des stagiaires vraiment qui traînent des lacunes depuis des dizaines d'années, donc avec eux je fais une remise à niveau globale. Et il y a ceux qui ont quand même un bon niveau, donc je fais avec eux ce que j'appelle le perfectionnement des écrits professionnels. Et c'est vrai que l'écrit, nous c'est notre langue maternelle, mais on fait quand même plein d'erreurs à l'écrit et à l'oral sans s'en rendre compte. Donc voilà, c'est utile dans la vie professionnelle, mais dans la vie personnelle aussi d'ailleurs, même quand on est en recherche d'emploi, pour tout ce qui est CV, lettre de motivation, ou même les SMS qu'on envoie. Et alors, donc, comment dire, qu'est-ce que je voulais dire oui, le contenu de la formation, comment tu t'y prends? Parce que quand, par exemple, tu disais tout à l'heure qu'il y avait des personnes qui avaient des lacunes qui le traînaient depuis longtemps, comment on commence par quoi, on reprend quoi, ça se passe comment? Parce que ça doit s'adapter aussi beaucoup à la personne en face, je suppose. Oui, voilà, c'est ça, j'ai une trame, mais je l'adapte évidemment en fonction du niveau de la personne et de son métier. Donc il faut savoir que quand on utilise son CPF, c'est une formation obligatoirement certifiante. Et donc c'est vrai que ma formation de formateur, je l'ai passée avec le projet Voltaire et j'ai passé le certificat Voltaire. Mais en fait, depuis que je suis formatrice indépendante et depuis que je fais passer des formations individuelles à des adultes salariés, ils sont en partenariat, les organismes de formation avec lesquels je travaille sont en partenariat avec la certification Le Robert et proposent quasiment la même chose que le certificat Voltaire d'ailleurs. C'est un examen qui dure 1h45 et à la fin on a un score sur 1000 points. Et donc du coup je m'appuie sur ce programme-là en fait, sur le programme de la certification Le Robert pour faire mon programme de formation. Et en fait, on démarre par les bases. Lors des premières séances, il y a le nom commun, le nom propre, le singulier, le pluriel, le masculin, le féminin. Ensuite, on ajoute donc ce qu'on appelle les éléments du groupe nominal. Donc, on a le nom, on ajoute l'adjectif, on ajoute le déterminant et on accorde les trois ensemble. Ensuite, on a les fameux homophones, tous les petits mots qui se prononcent pareil mais qui ne s'écrivent pas pareil. Les différents A, les différents OU, les différents C, les différents SE, oui, les E. Voilà, les leurs, les quoique, les quelques, voilà tout ça. Et ensuite on aborde un peu la conjugaison. Donc dans un premier temps, le temps qu'on utilise le plus souvent, le présent de l'indicatif. Et ensuite il y a le fameux accord du participe passé dont tu parlais dans ton intro. Et puis il y a les autres modes en conjugaison, subjonctif. Ouais. Je suis de marre parce que ça me rappelle des souvenirs très très lointains, tous ces cours-là. Mais oui, mais c'est vrai que c'est même quand t'étais fort, je pense, alors je sais pas ce que t'en penses, mais quand t'étais même fort à l'école en orthographe, tu perds forcément un petit peu, non, avec le temps. Ouais, en fait, on se rend pas compte, mais c'est vrai que l'ère du numérique est à la fois très très utile, mais c'est vrai que maintenant on est de plus en plus habitué à écrire sur notre téléphone, sur notre ordinateur, sur notre tablette. Et en fait, il y a un exercice que j'aime bien faire à mes stagiaires. Alors au début, ils me regardent avec de grands yeux et ils hallucinent et ils sont là, oh non. Mais en fait, dès la première séance, et j'ai ce petit rituel à chaque début de séance, c'est de leur faire une petite dictée, même si elle dure que 60 mots. Justement, le fait qu'ils reprennent un crayon et une feuille et qu'ils écrivent à la main, il y a certains stagiaires qui m'ont dit « Ah ben ouais. j'avais plus l'habitude ouais. ». Ça leur fait bizarre, mais ça leur fait du bien au final parce que voilà. Après, ils se posent les bonnes questions et ça les aide à réfléchir. Ouais. Alors tiens, je rebondis là-dessus. On entend beaucoup aujourd'hui que
le niveau d'orthographe a chuté chez les Français, etc. Parce que les nouvelles technologies, etc. On a les correcteurs automatiques maintenant aussi sur les téléphones. Est-ce que tu trouves que c'est justifié? Est-ce que c'est vrai? Ou pas forcément? Oui, alors c'est vrai que je ne vais pas énormément sur les réseaux, les vidéos par exemple YouTube, mais je suis un petit peu sur Instagram. Et bon, tu parlais de correcteur. À chaque fois, je dis à mes stagiaires de se méfier, que ce soit le correcteur du téléphone ou même sur traitement de texte sur les logiciels, sur l'ordinateur. Parfois, ils corrigent ce qu'il faut pas corriger, et ils corrigent pas ce qu'il faut corriger. Donc au final, il faut pas vraiment s'y fier. Et voilà, et surtout les gens, je pense, ne prennent pas le temps de se relire, quoi. Parfois, ils mettent des stories et moi, j'hallucine parce que des personnes qui ont 1000 abonnés, je me dis, même s'il y en a la moitié qui vont regarder cette story-là, il y en a 500 qui vont voir cette erreur-là, il y en a qui vont la voir, il y en a qui vont pas la voir et qui vont penser que c'est la règle, en fait, que ça s'écrit comme ça et qui vont reproduire cette erreur-là. Donc, je trouve ça dommage, quoi. Faut quand même donner une bonne image de marque quand on a une communauté. Mais donc, c'est vrai que le niveau global a quand même baissé ou pas? Oui, je pense. Enfin, il y a quand je fais un peu de veille là-dessus, sur LinkedIn par exemple, où je vais sur des pages, tout ce qui est le Figaro, etc., le Figaro littéraire, ils font pas mal d'articles là-dessus, disant que oui, il y a quand même des études qui ont montré qu'il a quand même baissé au fil des années. Tant mieux, ça te fait du travail. Oui, en fait, justement, c'est ça. À chaque fois que je dis à une personne que je rencontre, que je suis formatrice en orthographe, donc il y en a qui savent pas exactement ce que c'est, et il y en a justement, une de leurs premières réactions, c'est vous devez avoir du boulot alors. Ouais, mais oui. Après, malheureusement, il y a quelque chose aussi qui se met en travers de mon chemin. Je me suis rendu compte de ça aussi ces dernières années. C'est que nous, on a beaucoup de qualités, les Français et les humains en général, mais on a aussi ce défaut de pas forcément se remettre en question et d'avoir un peu un ego. Et donc, c'est vrai que quand je parle de mon activité, il faut y aller un peu avec des pincettes pour pas les froisser, pas les brusquer. Parce que l'orthographe, c'est un truc qu'on apprend tout petit, donc ça veut dire... et nous, on est encore plus attentif à ça, c'est très institutionnalisé avec l'Académie française, c'est très carré, donc dès qu'il y a quelqu'un qui fait une erreur, direct on l'entend ou on le voit et on le reprend. Et donc mais à la fois on est plus bienveillant avec ceux qui l'apprennent. Donc en français langue étrangère, c'est vrai que ceux pour qui c'est pas la langue maternelle, déjà on les trouve courageux. Donc là on est plus tolérant quand ils font des erreurs. Déjà on se dit les pauvres, déjà ils apprennent le français, c'est déjà beaucoup d'efforts. Ils sont courageux. Donc c'est vrai que quand ils font des erreurs d'orthographe, on est plus que tolérant. Mais nous, quand c'est notre langue maternelle, on se dit, quand même, faudrait qu'ils se rappellent quelques règles et voilà, qu'ils fassent une petite remise à niveau pour avoir justement cette bonne image professionnelle. Parce que malheureusement, ça peut porter préjudice, quoi. Une personne qui envoie une candidature, même si elle est très douée dans le métier qu'elle vise, dans le poste qu'elle recherche, et son métier peut être, sa candidature peut être jetée à cause d'une erreur d'orthographe, quoi. Ouais, tout à fait. Juste, alors une petite question, parce que tout à l'heure, donc t'as dit que t'étais sur CPF, donc ça veut dire que t'es sous-traitante, c'est ça? Toi-même, t'es pas certifié Calliope, t'es sous-traitante d'un organisme qui est certifié Calliope. Oui, en fait, je travaille en famille. En fait, ça va faire 6 ans que mon père est en retraite, mais ça fait 6 ans qu'il a décidé de créer son entreprise. D'accord. Et en fait, à la fin de l'année 2023, on a eu son organisme de formation a obtenu la certification Calliope. Et au printemps 2024, donc là, ça va faire 2 ans qu'on a obtenu le partenariat avec la certification Le Robert. Et quelques mois plus tard, le temps de faire toutes les démarches sur les espaces des organismes de formation, ça s'appelle EDOF, j'ai pu mettre mon offre sur le CPF. Ah, c'est vraiment de famille, quoi. Oui. Vos proches doivent relire 3-4 fois avant de vous envoyer une carte postale, je suppose. Oui, malheureusement, on en reçoit de moins en moins, mais je trouve ça génial de recevoir des cartes postales. C'est vrai que je dis carte postale, là, on voit très bien que je suis quelqu'un de beaucoup trop âgé. Bref, alors, donc du coup, j'ai cru voir aussi que tu faisais... tu accompagnais aussi des gens qui passaient des certifications, c'est ça, dans le public, non, c'est pas ça? Oui, en fait, il y a 3 ans aussi, j'ai commencé à mettre un pied dans la fonction publique territoriale.
Et en fait, ouais, ils font des remises à niveau, enfin ils passent des tests, et à la suite de ces tests-là, quand ils ont les résultats, ça les aide à voir s'ils vont directement en prépa concours ou s'ils passent justement par une formation, ce qu'ils appellent tremplin, une formation de remise à niveau avant d'accéder à la prépa concours, et c'est pour passer des concours en interne. Donc il y a différentes branches en fait dans la fonction publique territoriale. Il y a ceux qui sont dans la filière technique, ceux qui sont dans la filière administrative et ceux qui sont dans la filière animation. Mais dans tous les cas, dans ces 3 filières-là, ils ont des épreuves écrites, donc c'est quand même bien de faire une remise à niveau. Donc il y a une remise à niveau en français dont je m'occupe, avec d'autres collègues évidemment, je suis pas la seule à faire ça au niveau national et régional et départemental. Et ils proposent aussi une remise à niveau en maths. D'accord, donc toi tu les accompagnes sur l'orthographe, quoi. Voilà, c'est de façon globale. Au final, ça rejoint un peu ce que je faisais il y a quelques années quand je faisais mes remplacements. Parce que là, c'est pareil, dans la fonction publique territoriale, ils ont des questions de orthographe, grammaire, conjugaison, et aussi vocabulaire, donc utiliser des synonymes pour éviter les répétitions, bien construire sa phrase, donc faire attention à la syntaxe, et aussi des études de texte, ou de compréhension de texte. Donc voilà, je revois tout ça avec eux, et ça, c'est des journées en présentiel, et puis il y a aussi des modules en visio aussi. Ok, bon, il y a un point qu'on n'a pas encore abordé, là je suis en train de regarder le temps et tout ça, mais c'est, j'en parlais dans mon introduction, hein, quelque chose qui est important et je pense qui est, sur lequel il faut qu'on s'attarde un petit peu, c'est le fait que tu as pris la décision d'avoir quand même un job alimentaire à côté de ton travail. Et je pense que c'est important qu'on en parle un petit peu, parce que c'est vrai que des fois, on entend beaucoup ceux qui se lancent à leur compte parler de leur activité, etc. On entend un peu moins parler des difficultés sur la finance, sur aussi devoir faire autre chose à côté pour pouvoir se rémunérer. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ta démarche, comment tu t'organises du coup, comment ça se passe ? Oui, alors c'est vrai que quand j'ai démarré il y a 4 ans, je n'avais pas à payer à 100% les charges mensuelles pour des raisons personnelles. J'étais soit chez des amis et de la famille ou voilà des ex-conjoints. Mais c'est vrai que là depuis le fin septembre 2024, j'ai mon propre appartement à Fouras et le loyer n'est pas donné, même si le cadre de vie est très agréable. Et donc du coup là, ça fait pile 1 an que j'ai dû avoir un job alimentaire en plus de mon activité de formatrice, sauf que c'est plus qu'un mi-temps, c'est quasiment un temps complet finalement, puisque je suis à 30 heures par semaine. Et pendant 10 mois, je le faisais à 37 km de chez moi, donc j'avais en plus les temps de trajet aller et retour, et c'était dans la grande distribution, donc voilà, je travaillais 5 ou 6 jours par semaine, et ça pouvait être le samedi, le dimanche, les jours fériés. Et là, depuis 2 mois, ça me change la vie. Là, je fais le même métier, le même job alimentaire, mais cette fois à 1,5 km de chez moi. Donc je passe moins de temps déjà dans ma voiture à faire les trajets, et surtout, je gagne de l'argent, entre guillemets, puisque je dépense moins dans le carburant qui augmente beaucoup en ce moment. Et alors, comment ça se passe sur l'organisation ? Parce que quand on est indépendant, des fois, on peut avoir un truc qui nous arrive comme ça, et puis il faut être réactif. Quand on a un contrat à côté, on l'est un petit peu moins, non, je suppose ? Ouais, en fait, je suis obligée d'attendre d'avoir mon emploi du temps, de mon travail, de mon temps partiel. Une fois que le planning est affiché, là, je peux caler mes cours. Donc, j'ai un élève de 3e en soutien scolaire, une élève de 1re aussi, qui sont déclarés à l'URSSAF par les CESU. Et puis après, je cale aussi les adultes qui ont pris des formations individuelles sur leur CPF, en présentiel ou en visio. Et donc, je cale aussi en fonction de leur planning, du mien, et puis... Ça doit être une sacrée organisation. Oui, et puis aussi, je suis aussi aidante familiale, donc pareil, j'ai mon bulletin de paye puisque c'est déclaré à l'URSSAF par les CESU, mais voilà, pour des raisons aussi personnelles, voilà, quand mon père part en déplacement et en formation, voilà, je suis aussi aidante familiale pour ma mère qui a mobilité réduite, donc c'est vrai qu'il faut jongler avec tous ces plannings-là. Ouais, ça doit être une sacrée orga pour faire pour caser un petit peu tout ça. Est-ce que est-ce qu'ils sont aidants quand même ils savent que tu as une auto-entreprise à côté, ton employeur actuel là, en temps partiel ? Oui, quand j'ai passé l'entretien, c'était le 31 décembre d'ailleurs, ouais, je remercie les responsables qui ont pris le temps à ce moment-là, parce que oui, c'est pour remplacer une collègue qui est en arrêt maladie, donc sachant qu'ils ont besoin, au supermarché, ils ont pris le temps de faire cet entretien avec moi, et ensuite j'ai été prise, donc j'étais contente, mais oui, ils le savent.
que j'ai une autre activité à côté. Et donc en fait, j'ai soit des matinées de libre, soit des après-midi de libre, et puis parfois ça m'arrive d'avoir une journée entière de repos dans la semaine, et donc de travailler les 6 autres jours. Et donc c'est là que je cale mes cours, justement. Ouais, okay. Donc au final, même quand je suis en repos pour mon temps partiel, pour mon job alimentaire, finalement, je fais mon deuxième métier, enfin mon métier passion, même si j'aimerais que ce métier passion prenne plus de temps dans mon planning que mon job alimentaire. Mais bon, pour l'instant, c'est pas encore le cas. Mais le temps de faire connaître l'activité, c'est vrai que ça prend du temps. Et... Ouais, parce que tout à l'heure, je regardais un petit peu tes différentes publications. Alors, je sais plus exactement combien c'est, mais tu parlais du nombre d'heures que tu avais fait sur 2024 ou 2025, je sais plus. Mais ça me paraissait assez conséquent quand même. Donc, je me dis, l'organisation doit être... ça doit être au cordeau, quoi. Ouais, c'était surtout en 2024 parce que j'ai eu mon job alimentaire à partir du 12 mars 2025. Donc, c'est vrai qu'en 2024, j'avais pas du tout de job alimentaire. Donc bon, j'étais en transition aussi personnelle, je n'avais pas de loyer à payer, même si je participais aux frais mensuels alimentaires. Mais oui, là du coup j'avais pu développer mon activité de formatrice et je faisais du français langue étrangère et j'en ai fait pas mal pendant quelques mois en mai, juin, juillet 2024. Je travaillais avec un organisme et en fait j'avais quatre stagiaires et je les voyais plusieurs fois dans la semaine. Enfin, ils n'avaient pas que moi comme formatrice, mais ils avaient 28 heures de français par semaine et ils étaient vraiment niveau A0. Eux, je leur ai appris leur tout premier mot de français, ils venaient d'arriver en France. Et est-ce que des fois du coup on se dit purée, c'est quand même des sacrifices, je dois reprendre un boulot à côté, c'est difficile. Est-ce que des fois on se dit, on a des envies d'abandonner, ou est-ce qu'on se dit, non, mais en fait je suis tellement à ma place que je suis même prêt à garder ce job alimentaire, c'est pas grave du tout, tant que j'arrive à faire ce que j'aime, ça me va. Oui, voilà, c'est ça. Donc pour l'instant... c'est ça la deuxième option du coup ? Oui, je suis à ma place. Mais bon, pour l'instant, je suis en remplacement, donc j'ai pas signé de CDI, mais je pourrais poser la question. J'espère que ce sera accepté ou qu'ils seront compréhensifs. J'aimerais caler les 30 heures sur 4 ou 5 jours dans la semaine et j'aimerais avoir une journée ou deux dans la semaine pour justement, quand j'irai démarcher les entreprises, pour leur proposer des journées de formation à leurs salariés. Faudrait que j'ai une journée complète disponible dans mon emploi du temps. Mais là où je voulais en venir, c'est que finalement, quand on fait quelque chose qu'on aime, on est capable de faire des sacrifices à côté. Non, je suppose que c'est aussi dans cet état d'esprit-là que t'es, quoi. Oui, après, bon, là, le job alimentaire se passe bien, ça se passe bien avec les collègues, avec les clients, avec la hiérarchie. Puis après, il y a le côté aussi rassurant parce qu'au moins, on a quelque chose qui tombe tous les mois pour payer justement toutes les charges mensuelles. Parce que c'est vrai que quand on habite seul, faut se prendre en main. Exactement. Ok, bon écoute, Lauriane, je pense qu'on s'est tout dit. Tu as des choses à rajouter ou pas ? Non, je te remercie pour cette démarche parce que c'est vrai que j'ai écouté d'autres parcours, d'autres podcasts et c'est vrai que c'est très enrichissant de voir le parcours d'autres personnes. Enfin, comment dire, même si on fait pas les mêmes métiers, on a cette chose en commun, c'est l'auto-entrepreneuriat et c'est vrai que de se faire connaître et d'être à son compte, on doit avoir plusieurs casquettes, on doit à la fois communiquer, être commercial, essayer de vendre nos prestations et puis faire aussi notre métier à proprement parler. Donc c'est vrai qu'on est un peu sur tous les fronts et c'est vrai que c'est bien d'avoir ce lien social, de se sentir compris et comme ça on peut s'élever et voilà, s'entraider mutuellement, se tirer vers le haut et je trouve ça très motivant. Mais au-delà de l'entrepreneuriat, c'est aussi pour moi, le but, c'est aussi de dire que chaque parcours est unique, quoi, et que il y a différentes manières de faire, que on peut avoir eu tel problème et puis avoir eu une solution différente selon les personnes, selon les parcours. Donc voilà, le but, c'est surtout de dire aux gens que il existe d'autres manières de faire que la manière classique et que telle manière de faire existe et ils prennent ou ils prennent pas, mais le but, c'est surtout de faire passer ces messages-là. Bon, en tout cas, toi, du coup, on peut te retrouver où ? Sur Facebook, LinkedIn et Instagram, donc c'est mon nom et mon prénom, donc Lauriane, Lauriane 2NE,
et Bénard, B-E accent aigu, N-A-R-D. Ok, et ben merci beaucoup Lauriane. Merci d'avoir Paul. répondu à mes questions. Merci encore une fois à l'espace de coworking Working Share qui nous accueille pour enregistrer cet épisode. Et puis bien merci à vous, chers auditeurs, chères auditrices, de nous avoir écoutés. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.